Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 10e épisode, avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello Eric. Salut Eric. Salut à vous. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait évidemment très plaisir et ça aiderait le podcast à gagner en visibilité. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cet épisode. Alors, les 3 infos à retenir de la quinzaine. D'une part, les ventes de voitures électriques qui surpassent celles du diesel en Europe. Et puis, à Londres, cette station-service qui a été transformée en centre de recharge, on verra les implications. Et puis, la voiture électrique, le risque accru d'incendie serait bien un mythe. Donc, on verra en détail de quoi il retourne. Le focus cette semaine, pas d'essai de voiture, mais un focus en mode classique sur un sujet qui a trait à la recharge pour les particuliers, notamment avec une start-up, Sparkline, une start-up française qui veut révolutionner la charge avec sa prise low cost. Et puis enfin, au sommaire, la dernière rubrique, la question. Eh bien, on parlera d'un sujet qui est souvent débattu et pourtant qui ne fait pas l'objet de débat normalement, c'est la différence entre kilowatt et kilowattheure suite à la question d'un de nos auditeurs et d'un des lecteurs de Automobile Propre. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Allez, c'est parti avec le premier sujet. Les ventes de voitures électriques surpassent celles du diesel en Europe. Alors, je précise simplement, avant de vous donner la parole, messieurs, qu'il s'agit donc d'une étude qui a fait ressortir le fait que les voitures électriques, il s'est vendu plus de voitures électriques en Europe que de diesel au mois de décembre 2021. Et pour en parler, eh bien, Mika va nous développer un petit peu ce sujet et puis nous dire un petit peu de quoi il retourne et sur quoi est fondée cette étude en fait. Alors en fait, ce sont des résultats qui sont publiés par le Financial Times, qui se basent sur les données d'un analyste automobile et qui finalement révèle que pour la première fois en Europe, au mois de décembre, la voiture électrique a dépassé la voiture diesel en volume de vente, donc de pas loin finalement, parce que en fait, il y avait un peu plus de 20% des voitures neuves immatriculées sur les 18 principaux marchés européens au cours du mois de décembre, contre 19% en diesel. Donc en volume, ça fait quoi? Ça fait 160 000 diesel versus 176 000 voitures électriques. Donc finalement, il s'est vendu 16 000 voitures électriques de plus que le diesel. Donc bon, c'est quand même un mois exceptionnel, c'est un mois historique. Est-ce que ça va continuer en 2022? C'est une vraie question, parce qu'on a quand même des éléments contextuels qui expliquent cette hausse du mois de décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les constructeurs sont quand même tenus à respecter des quotas CO2. Donc pour baisser la moyenne, il n'est pas impossible que beaucoup d'entre eux aient accéléré les livraisons en toute fin d'année, justement pour avoir plus de véhicules zéro émission dans leur mix. Ensuite, il y a aussi l'effet Tesla. Il faut rappeler que Tesla, à chaque fin de trimestre, a toujours tendance à accélérer ses livraisons pour booster ses résultats. Donc, je pense que le constructeur aussi y a contribué. Et il y a aussi les contextes réglementaires. Il y a beaucoup de législations qui vont changer au 1er janvier de chaque année. Et selon les pays, il y a peut-être, dans certains pays, intérêt à immatriculer avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux. Donc voilà, tout ça fait que finalement, généralement, les derniers mois de l'année sont toujours souvent des mois qui sont très forts. Et est-ce que ça continuera en 2022? On verra bien, mais il est possible qu'il y ait une petite baisse, mais qu'on reste relativement élevé par rapport au mois précédent. En tout cas, c'est vraiment une belle étape de franchie. Qui aurait cru il y a 10 ans qu'on serait arrivé à que l'électrique pouvait battre le diesel, parce qu'à l'époque, avant le Dieselgate, c'était vraiment la solution qui était privilégiée par tous. Alors on verra effectivement avec l'éclairage du temps et le recul s'il s'agit d'un épiphénomène ou s'il s'agit d'une véritable tendance. En tout cas, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'une tendance, c'est que c'est la première fois que ça se produit. Toutes choses égales par ailleurs. Oui, c'est une première.
Voilà, c'est une première, donc ça donne quand même une indication sur le fait que on n'est peut-être pas encore complètement sur une tendance qui va se confirmer de mois en mois, mais en tout cas, c'est le début d'une tendance. Johan, ça t'inspire? Ouais, ben moi, ce que ça m'inspire, c'est le défi du coup que ça pose aux constructeurs automobiles qui sont très dépendants du diesel. Je pense à nos constructeurs français. C'est vrai que ça met en exergue en fait le challenge qu'ils ont de pouvoir migrer vers le véhicule électrique et puis de sortir progressivement du diesel. Alors tout ça va prendre encore du temps, mais effectivement, comme le disait Mika, qui aurait cru ça il y a 10 ans, il fallait l'anticiper et maintenant il faut le gérer. Donc c'est un vrai challenge pour les constructeurs et ça implique tout un tas d'évolutions dans la chaîne d'approvisionnement, dans la conception des véhicules. Ça pose des questions sur la recharge de tous ces véhicules qui arrivent sur le marché. Enfin voilà, c'est un révélateur en fait, quelque part. Ça met sur le devant de la scène la révolution qui est en train de se passer. Ouais, c'est intéressant ce que dit Johan parce qu'effectivement, on voit que le parc de voitures électriques augmente très rapidement. Mais est-ce qu'on est vraiment aussi au même niveau pour les bandes de recharge? Je faisais un vidéo il y a pas très longtemps, Eric, là-dessus. Et c'est vrai qu'on commence à voir, même sur des stations Ionity, qu'on pendant 5-6 bornes, des stations qui sont pleines sur certaines périodes de la journée. Donc, va falloir aussi accélérer au niveau de l'infra de recharge, là, c'est sûr. Et c'était la crainte des constructeurs, hein, tout le monde le dit. Hein. Moi, j'ai assisté en début d'année au press day de Renault où Luca De Meo disait justement, bon, nous, on veut bien aller sur l'électrique, par contre, attention à l'infrastructure, avancez avec nous, sinon, on va pas arriver à tenir les objectifs. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est un sujet récurrent et c'est un sujet qui est fondamental, stratégique et aussi passionnant et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on en parlera encore beaucoup. L'infrastructure de recharge, les réseaux de recharge, est-ce que ça va suivre? Effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on est, enfin, je voudrais pas avancer de chiffres un peu dans le vide, mais les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'en gros, on était en Europe à peu près à une borne pour 15 véhicules, donc ça peut suffire en temps normal, on va dire, hors période de pointe. Mais jusqu'à présent, les périodes de pointe pour la recharge, c'était principalement les jours de grands chassés-croisés, comme on dit, de départ en vacances, c'est-à-dire les vacances d'été, puis les vacances de ski éventuellement. Et donc c'était des épiphénomènes qui duraient 1 ou 2 journées, quelques fois par an. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que cela et qu'il arrive sur certaines stations de recharge à certaines heures au milieu de la semaine de se retrouver à devoir faire la queue ou de devoir en tout cas attendre un petit peu son tour parce que, comme tu le disais, Mika, notamment chez Ionity, eh bien chez Ionity, on a en moyenne entre 4 et 6 bornes et c'est vite, ça peut être assez vite saturé. Voilà, alors c'est pas du tout pour stigmatiser Ionity qui fait un travail formidable de développement, mais il semblerait aujourd'hui qu'il faille passer la surmultiplier de façon à avoir un réseau qui suive effectivement le développement des ventes de voitures électriques. Deuxième sujet, alors justement, on va reparler de recharge à Londres. Alors ça se passe à Londres, hein, et on espère que ça se passera ailleurs rapidement. À Londres, une station-service a été transformée en centre de recharge, donc en point ou en station de recharge, avec donc un aménagement spécifique qui reprend bien les meilleures pratiques que l'on connaît des stations-service classiques. Et puis, eh bien à la place des pompes à essence, il y a des bornes de recharge. Donc ça préfigure un petit peu aussi l'avenir et la façon dont les réseaux peuvent se développer. Johan, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, alors je trouve que c'est une belle transition avec le sujet précédent, hein. Là encore, on est dans la symbolique, une station-service au cœur de Londres qui est transformée en station de recharge par un pétrolier. C'est quand même un symbole qui est fort. Et là encore, on voit que il y a une transformation qui s'opère. Alors pour vous décrire un petit peu la station, en fait, vous avez une entrée, donc une route sur laquelle à droite et à gauche vous allez pouvoir retrouver en fait des bornes de recharge qui sont abritées par une belle ombrière en bois avec des panneaux solaires. Donc ça reprend un petit peu les codes qu'on peut retrouver chez des stations Fastned. Donc c'est vraiment une très belle station sur laquelle en fait on va retrouver 9 bornes de recharge rapide Tritium, donc c'est le fabricant, avec 175 kW de puissance, donc c'est de la charge rapide.
Et puis à côté de ça, on a un certain nombre de services qui sont proposés. Donc un salon de détente, un espace de restauration, du Wi-Fi. Et donc on a un vrai endroit pour charger. Et ce qui est intéressant, alors je connais pas bien le quartier en question, mais a priori C'est dans le quartier de Fulham, hein. Voilà, et Ouais. c'est de l'urbain a priori. Et les Parisiens qui qui roulent en véhicule électrique doivent envier ce type d'installation parce que finalement on a du mal à en trouver en France et d'une manière générale dans les villes. Alors on a une start-up qui commence à s'attaquer à ça en France qui s'appelle Electra, mais voilà, c'est vraiment des infrastructures en ville qui peuvent manquer aujourd'hui. Et donc là, on a Shell qui finalement transforme une station-service en station de recharge. Voilà, donc c'est plutôt une belle installation. La chose que pourront regretter certains puristes, mais en ville, ça a un peu moins de sens, c'est qu'à la différence des stations Fastned, où on peut souvent en fait se stationner dans la longueur avec éventuellement un attelage, là en l'occurrence on peut pas le faire, c'est vraiment des places de parking. Mais après aller circuler en attelage en ville, c'est un peu moins fréquent, donc le choix est assez logique. Mais mis à part ça, très franchement, c'est une très très belle station. Donc voilà, et au milieu de la ville, c'est intéressant. Et la question qu'on peut se poser en fait quand on voit ça, c'est finalement est-ce que la rentabilité d'un tel espace, finalement, est-ce qu'elle est meilleure que la rentabilité d'une installation qui distribue du pétrole? C'est une question ouverte. Je sais que certains pétroliers ont communiqué sur le fait que parfois les bornes de recharge peuvent être plus rentables que les installations de distribution de pétrole. Donc voilà, tout ça, ça montre quand même qu'on est sur une transition qui est majeure. Mika, ça t'inspire? Ça te fait envie? Oui, ça fait envie. Bah, c'est une des premières, ce sera certainement pas la dernière en ville, parce qu'il faut aussi rappeler que finalement le centre-ville vont se fermer progressivement aux véhicules thermiques, essence et diesel. Donc finalement, des opérateurs pétroliers qui ont du foncier disponible, et le foncier en centre urbain, c'est vraiment ce que tout le monde recherche. Bah, ils vont sans doute pas vouloir l'abandonner, donc ils vont vouloir l'utiliser autrement, et donc par élimination, bah, ce sera installé. Alors ça pourra être des bornes et peut-être hydrogène, mais ce sera peut-être des stations qui seront réservées à des carburants verts, certaines sur du 100% électrique et d'autres avec d'autres types de carburants. Mais si on prend l'exemple, tu vois, typiquement de la ville de Paris, il faut savoir que à Paris, la mairie, donc les stations en périphérie le foncier appartient à la mairie. Donc il y a des contrats d'occupation qui sont renouvelés tous les 10 ou 15 ans. Et là, les nouveaux contrats qui sont établis, ils mentionnent clairement que les pompes diesel s'en vont à partir de 2024 et les essences en 2030. Donc l'opérateur qui est sélectionné devra enlever les pompes thermiques essence et diesel à horizon 2030. Donc voilà, cette transition, elle est aussi poussée par la réglementation, mais voilà, ces stations dédiées, c'est intéressant. Et même si les opérateurs gagnent pas forcément d'argent, ils font de l'image. Shell, il fait de l'image là carrément. Il montre qu'il est dans l'air du temps, qu'il va vers l'électrique. Et là, pour le coup, la rentabilité, c'est peut-être, pour l'instant, ça arrive au second plan, parce que de toute façon, ils ont d'autres activités pour l'instant qui sont rentables. Oui, de toute façon, la rentabilité des stations de recharge, on sait que c'est encore un sujet sensible et que ce n'est pas encore vraiment le cas. Mais si on voit tous ces mastodontes investir massivement dans l'électrification de leurs réseaux et dans les réseaux, dans les infrastructures électriques, on se doute bien qu'ils le font pas pour la beauté du geste et qu'à un moment, ça va payer. On l'avait déjà dit à l'occasion de l'arrivée du fonds d'investissement BlackRock dans le capital de Unity, si je ne m'abuse, et comme on l'avait déjà dit à l'époque, BlackRock est pas là non plus pour enfiler des perles, si on peut dire, donc probablement une rentabilité espérée à moyen terme. Alors moi, ça m'inspire aussi quelque chose que tu as mentionné, Johan. Je fais juste une parenthèse, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet, à mon avis, intéressant dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on avance dans l'électrification, on découvre aussi des choses, on découvre des pratiques, et puis on apprend en avançant. Et par exemple, effectivement, un sujet qui peut paraître secondaire et qui pourra peut-être devenir très important, c'est la façon dont les stations sont organisées. Donc effectivement, ici, sur cette station à Fulham, à Londres, on a des stationnements en épi, c'est ça, hein, c'est-à-dire que les voitures se garent comme sur les stations de recharge classiques, c'est-à-dire comme les superchargeurs Tesla ou tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et puis on a par rapport à ça, on a aussi Fastned. Alors Fastned, on l'a mentionné, c'est un opérateur de recharge
lui installe des stations dans lesquelles on doit se garer de façon longitudinale, comme dans des stations service avec des pompes à essence. Et en fait, c'est important parce qu'il y a, à mon avis, un facteur psychologique qui est important, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour on va assister à une scission entre les stations longitudinales et celles dans lesquelles on se gare en épi. Les stations longitudinales pourraient être réservées à la charge très rapide, à la supercharge, à des charges à 300, 350 kW. Et puis les stations où on se gare, c'est les stations de charge lente où on se gare. Et là, pour le coup, on sort de sa voiture, on va faire des courses, on va boire un café, on va déjeuner, etc. Et peut-être que bientôt, on aura 2 types de stations ou 2 types de stationnement dans la même station. Donc, à voir, c'est un sujet intéressant. Et je pense qu'il y a un effet psychologique aussi, c'est que si on se gare de façon longitudinale dans une station Fastnet, par exemple, comme sur une pompe à essence, on est moins enclin à rester, à abandonner sa voiture et à faire de la voiture ventouse, puisqu'on est vraiment dans le sens de la marche et qu'on sent bien que on a quand même une espèce d'injonction à charger rapidement et à partir. C'était une petite réflexion personnelle, mais ça méritera d'être suivi parce que peut-être qu'on va avoir des débats aussi sur le sujet. Troisième sujet qui nous a occupé sur cette quinzaine, c'est un sujet très très sensible dont il a souvent été question dans l'actualité au cours des dernières années à propos de la voiture électrique. C'est le risque d'incendie des dites voitures électriques. Donc, dès qu'une voiture électrique a un problème de ce type, qu'elle prend feu, ça fait généralement, et c'est malheureusement souvent, enfin c'est arrivé avec des Tesla, pas souvent, mais quand c'est arrivé, il se trouve que c'était des Tesla parce que on n'en parle plus, et puis parce que ce sont des voitures qui étaient à un moment et encore les plus vendues dans le monde de l'électrique. Et du coup, ça fait la une des journaux, ça fait la une des gazettes, ça fait la une des sites, ça fait du buzz. Et en fait, donc, on a l'impression que les voitures électriques brûlent comme ça, se consument spontanément. Et c'est un vrai sujet. Eh bien, il s'avère que ça serait faux. C'est-à-dire que les voitures électriques ne présenteraient pas de risque accru d'incendie par rapport aux voitures thermiques, et ce serait même l'inverse. Mika, tu peux nous éclairer sur ce sujet très sensible? Oui, effectivement, il y a souvent une surreprésentation des incendies sur les voitures électriques. Par rapport on ne parle pas systématiquement quand une voiture thermique qui brûle. Par contre, sur l'électrique, on a tendance à en parler, y compris sur automobile propre, avouons-le aussi. Mais au final, donc il y a un organisme américain qui s'appelle Auto Insurance et qui allait chercher un petit peu les statistiques du parc roulant américain. Donc, ils ont analysé plusieurs choses, dont le niveau de rappel des véhicules pour risque d'incendie. Donc, ils ont finalement constaté qu'entre l'électrique et le thermique, il y avait quand même beaucoup moins de rappels sur l'électrique. Bon, même si statistiquement, il y a quand même moins de véhicules électriques qui roulent que de thermiques. Et ils ont aussi remarqué que finalement le risque d'incendie n'était pas beaucoup plus élevé sur une thermique qu'une électrique. Alors si on regarde un petit peu les chiffres, donc les voitures à moteur thermique ont déclenché un peu moins de 200 000 incendies en 2020 aux États-Unis, contre 16 000 pour les hybrides et seulement 52 pour les voitures électriques. Donc c'est ridicule. Alors même si effectivement il y a un ratio par rapport au nombre de véhicules en circulation, c'est quand même c'est assez rare qu'une voiture électrique prennent feu, même si effectivement, comme tu l'as dit en introduction, il y a eu quelques constructeurs qui ont eu des problèmes sur les batteries, mais qui ont généralement réagi assez vite en faisant des rappels. Et d'ailleurs, ces rappels pour risque d'incendie et court-circuit concernent aussi les véhicules thermiques. Il y a de l'électronique dedans, donc forcément, il y a aussi c'est des voitures qui sont aussi soumises à des rappels assez réguliers. Le dernier appel en date, on peut citer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est Hyundai qui a eu beaucoup de problèmes sur ses batteries, voilà, avec la Kona, ouais. Avec la Kona et en particulier avec son fournisseur LG Chem, fournisseur coréen. Donc ils ont dû rappeler, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de voitures qui ont dû être rappelées pour un changement intégral du pack. En raison d'un risque, là pour le coup c'était un risque avéré d'incendie. Donc voilà, les constructeurs de toute façon suivent ces choses-là et les rappels sont orchestrés pour éviter les problèmes de court-circuit qui restent dans la réalité assez rares. C'est souvent des rappels préventifs. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à ouvrir le parapluie dès qu'il y a un problème. Bien sûr, ouais. Johan, toi qui aussi roule en électrique comme nous trois, est-ce que parfois ça te donne des sueurs froides, ça t'empêche de dormir, de savoir que ta voiture dans ton garage risque de prendre feu? Alors, pas du tout. Je me doutais de la réponse.
Non, non, je j'ai pas le sentiment d'être en insécurité ou quoi que ce soit et puis c'est vrai que les chiffres le prouvent donc pour moi c'est un non-sujet. Ça veut pas dire qu'il y a pas de risque mais j'ai aussi croisé, sur autoroute, des voitures, thermiques en feu, avec des gens qui s'arrêtaient un peu à l'arrache à cause de ça donc voilà, le risque zéro existe pas et puis, non, ça m'inquiète pas du tout. Ce qui fait parler évidemment, c'est, le fait que ça soit une nouveauté, donc on a tous une tendance à être un petit peu réticents à la nouveauté et du coup, les voitures électriques, c'est nouveau, ça fait peur et ça brûle. Et puis aussi, peut-être qu'il y a ces images aussi qu'on a de en fait, d'embrasement, spontané et très, très rapide et sur lesquels on peut absolument rien faire. On a tous vu des articles sur le fait que les voitures électriques sont impossibles, les incendies de voitures électriques sont impossibles à éteindre, qu'il faut des procédures spéciales, puisqu'en plus il y a les batteries à haute tension, que les pompiers veulent pas s'en occuper, et cetera, et cetera. Donc effectivement, tout concourt à créer une espèce d'angoisse comme ça, de peur. Et puis, c'est lié aussi à l'énergie électrique, je sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, il y a aujourd'hui, on parle des Tesla qui brûlent, mais il y a 10 ans, on parlait des iPhones qui brûlaient et qui explosaient dans les poches des consommateurs. Il y a eu même des cas relativement sérieux et je crois même quelques plaintes qui ont été déposées. Les smartphones, alors les iPhones et d'autres smartphones. Je me souviens d'une époque pas si lointaine, ça devait être en 2016, où un téléphone de Samsung était interdit d'avion. Donc j'ai volé plusieurs fois à cette époque et le discours de sécurité prononcé par les stewards en début de vol, il y avait je sais plus quel, le Galaxy Note 9, je sais plus, n'est pas autorisé dans ce vol. Donc on en parlait aussi. Il y a aussi le risque d'embrasement des laptops dans les soutes, et cetera, et cetera. Donc effectivement, ça crée une espèce de sentiment comme ça. On se dit si un iPhone peut brûler, déjà mettre le feu à une pièce dans un appartement, qu'est-ce que ça peut être avec une voiture? Alors qu'en fait, effectivement, c'est rarissime et c'est moins courant finalement qu'avec des véhicules thermiques. Pour compléter un petit peu, il y a des ratios qui ont été communiqués aussi. Donc, sur une voiture électrique, il y a 25 incendies pour 100 000 véhicules en circulation, ce sont les statistiques qui sont communiquées, contre les thermiques, c'est 1529 pour 100 000. Donc, c'est très, très réduit. Même s'il faut aussi faire attention, c'est que les chiffres qui ont été communiqués, je suis pas sûr qu'ils prennent en compte de l'âge du parc. Donc, forcément, plus le véhicule prend de l'âge, et à mon avis, plus il y a des risques d'incendie. Et comme le parc de véhicules électriques est encore jeune, ça explique aussi le différentiel. Et là, ça va nous amener à notre sujet focus. Alors, ça parle de recharge aussi, mais ça parle plus d'incendie théoriquement. Et c'est cette start-up française qui veut révolutionner la charge avec une prise low cost qui permettrait à des particuliers ou à des collectivités d'offrir la recharge électrique à des tarifs intéressants et surtout sans coût d'infrastructure supplémentaire. Qui veut prendre la parole sur le sujet? Parce que je crois que vous avez tous les deux des choses à dire. C'est un sujet qui finalement est intéressant et qui est assez vaste. Ouais, je peux peut-être la présenter rapidement. Alors surtout la prise de Sparkling, c'est surtout une prise qui est connectée, hein. C'est ça qui la distingue des autres, c'est qu'en fait c'est un petit boîtier, hein. C'est comme une prise murale en 16 ampères que vous allez pouvoir mettre un petit peu n'importe où. Elle coûte que 300 €, donc elle est beaucoup plus accessible qu'une borne de recharge classique. Et en fait, elle intègre également un système de connexion. Donc via l'application Sparkling, vous allez pouvoir accéder directement à la prise. Donc ce qui donne la possibilité, d'une part pour l'usager de sécuriser sa prise, pour qu'il ne se fasse pas voler l'électricité. Et d'autre part, éventuellement, s'il veut partager sa prise avec d'autres utilisateurs, il pourra aussi le faire. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un système qui soit low cost et qui soit facile à déployer. Après, il faut effectivement voir la mise en pratique, sachant qu'on reste limité forcément à la puissance d'une prise domestique, dont c'est 3 kilowatts environ. Donc on ne rechargera pas très vite non plus. Et effectivement, ils ont vraiment fait le choix de se concentrer en fait sur les endroits où on va recharger, en laissant le véhicule pendant longtemps, donc les lieux de résidence, les lieux de travail, les sites de vacances et cetera. Et le fait d'utiliser en fait une prise, en tout cas une empreinte de prise domestique, classique, ça a un autre intérêt, c'est que ça fonctionne aussi pour les 2 roues et les scooters et ça je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que sur les bornes de recharge, en fait, parfois, ils sont un peu oubliés ou même vous voulez brancher un Twizy, vous pouvez pas utiliser les bornes de recharge. Donc ça a cet intérêt-là. Et puis après, de coupler un système de supervision et puis de partage de prise, c'est tout à fait pertinent, c'est intéressant.
Et ils vont même proposer des fonctionnalités pour monétiser en fait sa prise. Donc voilà, ça permet de multiplier les solutions de recharge et finalement ça c'est quelque chose qui est intéressant. Autre point qu'ils mentionnent d'ailleurs, c'est que leur système est éligible aux aides à venir pour l'installation de solutions de recharge. Donc voilà, finalement c'est un système qui est assez simple, assez économique et qui peut permettre de multiplier les solutions de recharge disponibles sur le territoire et sur les différents emplacements. Pour qu'on comprenne bien, il s'agit d'une prise, ce qu'on appelle une prise domestique, c'est-à-dire ce qu'on connaît nous, le grand public sous le terme de prise 220 volts ou 230 volts en l'occurrence, qu'on a à l'intérieur de nos maisons, sur lesquelles on branche nos appareils, domestiques. C'est la même chose et c'est donc une recharge, très lente et donc c'est plutôt dédié effectivement aux personnes qui vont charger la journée au travail ou la nuit, chez eux, enfin, ou chez elles, ou en tout cas plutôt, dans des parkings, par exemple dans des parkings collectifs. Comment ça fonctionne? C'est juste une prise avec un système de connectivité ou est-ce que c'est un module qui s'ajoute sur une prise existante? Ouais, c'est ça. Alors, je crois qu'il y a un petit module avec de communication qui fonctionne par connexion Wi-Fi au 4G et qui va communiquer après avec l'application. C'est vraiment, c'est très compact en fait. Hein. C'est pas la grosse bande comme on la connaît, comme on la voit des fois dans les parkings. C'est vraiment très très compact. Ils ont réussi à faire quelque chose qui était très très léger à installer et qui a été aussi économique. Ouais, si j'ai bien compris, moi, le système de communication, en fait, il va utiliser le smartphone de l'usager. Il va se connecter donc en Bluetooth Low Energy au smartphone. Il va utiliser la connexion de ce smartphone pour ensuite effectuer la demande d'autorisation de charge. Donc en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Il y a un petit QR code sur le sur le boîtier et donc une fois qu'on a téléchargé l'application, qu'on s'est inscrit, qu'on communique avec la borne en Bluetooth, à ce moment-là, on peut lancer la recharge, voire être facturé derrière. Donc ça veut dire que la prise en elle-même n'a pas, de ce que j'en ai compris, de connexion Wi-Fi ou 4G de son côté, mais par contre, elle utilise celle du smartphone. D'accord, donc ça risque d'être un petit peu parfois problématique dans les parkings souterrains dans lesquels on n'a pas de réseau. Ça arrive aussi encore malheureusement, même si c'est plus rare, mais c'est encore le cas. Et justement, ce qu'il y a de bien et on revient toujours un peu au même sujet, on en a parlé déjà tout à l'heure avec les stations Shell de Fulham, c'est une solution qui va permettre de développer la recharge, en ville, en fait, en milieu urbain, qui est toujours un petit peu le parent pauvre aujourd'hui de la recharge de voitures électriques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et la solution effectivement, nous paraît, assez intéressante et astucieuse et surtout très, effectivement très démocratique et facile à mettre en œuvre. Et puis ça nous amène à la dernière rubrique de ce podcast, de cet épisode, c'est la question. Alors là, c'est la question, on s'inspire, hein, souvent dans ces questions techniques des questions de nos lecteurs, de ce qu'on trouve, sur, les commentaires de nos articles dans le forum. Et là, donc on a, Laurent qui nous a posé une question, concernant une terminologie qu'on utilise, tous les jours et plusieurs fois par jour quand on parle de voiture électrique, c'est la notion de, kilowatt et kilowattheure. Voici ce que nous demande Laurent et puis on va tâcher d'y répondre le plus précisément possible. Bonjour, j'apprécie beaucoup votre podcast. Alors merci beaucoup Laurent, ça nous fait plaisir. Nous avons une Zoé qui nous sert de véhicule principal, mais lors de votre dernier épisode, j'ai tiqué sur la mesure de la capacité de batterie. Pourquoi ajouter heure après kilowatt? La batterie est un stockage, pourquoi mettre une notion de temps? Ou alors c'est une batterie qui se vide en 1 heure, je ne comprends pas bien. Merci, au plaisir, Laurent. Messieurs, je vous laisse répondre à Laurent. Johan, si tu veux peut-être lui expliquer, ou réexpliquer cette notion de kilowatt et kilowattheure. Ouais, c'est une question effectivement qui est assez habituelle, hein, chez les nouveaux possesseurs de véhicules électriques. C'est vrai que la différence entre kilowatt et kilowattheure est souvent un peu difficile à appréhender. Donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est, mais dans tous les cas, sachez que vous avez une belle vidéo de la minute branchée donc sur notre chaîne YouTube qui explique en détail ce concept. Et la vidéo s'intitule «Ces 5 mots que vous devez absolument connaître si vous achetez une voiture électrique». On vous mettra on mettra le lien dans la description du podcast. Mais voilà, c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion de traiter. Alors pour répondre à Laurent, en fait, un kilowatt,
fait, c'est une unité de mesure, ou en tout cas, le kilowatt, c'est une unité de mesure de la puissance. Donc ça peut être la puissance d'un moteur, ça peut être la puissance d'une batterie, ça peut être la puissance d'une borne de recharge. Et donc 1 kilowatt, c'est 1000 watts. C'est logique. Mais 1000 watts, pour avoir une comparaison, c'est à peu près la puissance maxi d'un micro-ondes. Johan, je me permets de te couper justement pour rajouter le kilowatt, c'est une notion effectivement d'une mesure de puissance. Et on avait déjà remarqué que ça peut être aussi utilisé pour les voitures à moteur thermique. Et ça correspond, alors on peut dire 1 kilowatt, ou ça correspond à 1 cheval 36, c'est ça? Exactement ça, ouais. C'est une mesure de puissance. D'ailleurs, dans les fiches techniques des véhicules, même parfois thermiques, on retrouve cette notion de kilowatt. Donc c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est de la puissance. Et pour parler de la Zoé de Laurent, a priori, elle doit avoir un moteur de 80 kilowatts, ce qui équivaut à peu près à 109 chevaux. Donc le kilowatt, c'est bien une unité de puissance, alors que le kilowattheure, lui, il exprime une quantité d'énergie. Et c'est d'ailleurs en fait l'unité qui est utilisée pour facturer l'électricité par un opérateur d'électricité comme EDF ou Engie. Donc c'est bien cette quantité d'énergie qui est délivrée, qui est représentée donc par le kilowattheure. Donc en gros, pour bien comprendre ce qu'est un kilowattheure, c'est la quantité d'énergie qu'on obtient quand on délivre 1 kilowatt de puissance pendant 1 heure. Donc c'est pour ça qu'on rajoute la notion d'heure derrière cette puissance. Le kilowatt, c'est la puissance. Et donc c'est ce qui explique un peu cette confusion, cette difficulté à bien comprendre. Sur une borne de recharge, en fait, le kilowattheure, c'est l'énergie qui va être délivrée par la borne, et donc qui va être récupérée et stockée dans la batterie. Pour bien faire la comparaison, c'est l'équivalent un petit peu du litre de carburant quand on parle de l'essence ou du diesel. Donc voilà, pour résumer, kilowatt, c'est la puissance, et kilowattheure, c'est la quantité d'énergie qu'on peut stocker ou qu'on peut délivrer. Et il y a la notion qui vient avec, c'est la notion de consommation des voitures électriques, c'est-à-dire qui est exprimée en kilowattheure au 100 km. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc là, Laurent doit normalement y voir un petit peu plus clair. Et puis, si c'est pas le cas, il faut pas hésiter à regarder la vidéo de la minute branchée, où on est rentré à fond dans le détail de ce concept. Merci Laurent pour la question. On est très preneur de vos questions et on se fait un plaisir, si on peut y répondre, d'y répondre dans ce podcast. Mika, tu voulais ajouter quelque chose sur cette notion? Non, ça a été très bien résumé par Johan. Effectivement, après la batterie, il y a aussi une notion de puissance de la batterie qui est exprimée, elle, en kilowatts. Et cette puissance, c'est elle qui va être délivrée vers le moteur. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps déjà, Tesla avait été pointé du doigt parce que justement la puissance de la batterie n'égalait pas la puissance du moteur. Donc ils vendaient une puissance moteur mais qui était finalement bridée par la batterie. Et je crois que c'était des consommateurs norvégiens qui les avaient poursuivis et qui avaient gagné d'ailleurs, je crois, à cause de ça. C'est souvent le kilowattheure qu'annoncé par les constructeurs sur la batterie. D'accord. Donc quand une puissance moteur est indiquée, il faut être sûr que la puissance de la batterie correspond exactement à la puissance du moteur. Normalement, maintenant, c'est le cas. Mais voilà, il y a eu quelques surprises par le passé. Très bien. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!